Nous avons un petit quart d'heure de discussion avant que nous rendions l'amphi pour les futures, les dernières conférences à 4h30. Des questions? J'aurais peut-être une question pour Madame Dufraisse. Comment vous avez pu montrer un diagramme où vous mettiez en évidence l'optimum climatique médiéval? Alors comment est-ce possible? Alors en fait, ça c'est un diagramme où chaque courbe représentait une étude différente. Il existe différentes archives climatiques, celles qu'on connaît tous, les glaciers, les sédiments, les spéléothèmes, et en fait, et les cernes d'arbres. Et ces courbes représentaient ce type d'études. Alors on a vu qu'elles ne se superposaient pas toutes, justement parce qu'il y a des marges d'erreur. Et surtout, elles n'ont pas toutes été réalisées au même endroit. Donc en fonction des hémisphères et des régions, on a également des différences importantes. Et ça correspondait à peu près au début de la construction de Notre-Dame? Alors en fait, non, c'est les bois qui ont servi à la charpente qui ont poussé pendant cette période-là. D'accord. Voilà. Des questions? Oui. Je pose une question à Sophie Hérault. En fait, vous avez montré très clairement avec les ratios l'origine du plomb de Paris, de l'incident, etc. Mais au niveau de la quantité du plomb relâché lors de l'incident, comment vous pouvez l'estimer? Est-ce qu'il y a une estimation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, moi, personnellement, je ne l'estime pas, je ne sais pas faire. Il y a eu différentes estimations, on les a vues ou ce matin ou en début d'après-midi, je ne sais plus. Une estimation de l'INERIS qui estimait la quantité de plomb relâchée à 100 kg, 150 kg. Et à l'autre bout, une tonne estimée par une équipe américaine à partir de l'analyse des sols autour de Notre-Dame, sous le panache et en amont du panache. Une analyse je tiens à préciser que c'est une analyse de concentration en plomb dans des sols, sans analyse isotopique, donc c'est du plomb, ça on en est sûr. Mais... Bien sûr. D'autres questions? Monsieur Le Ritier, dans les éléments d'addition, est-ce que vous retrouvez du phosphore, du soufre, du silicium? Alors, dans les éléments d'addition, c'est-à-dire lors du travail de forge, oui. Des éléments qui vont pouvoir être ajoutés comme antioxydants en quelque sorte. Le minerai, par exemple, si c'est par exemple du minerai Laura, on a à ce moment-là des aciers ou des fontes qui comporteront toujours du phosphore et du silicium. Alors, en fait, on va effectivement retrouver dans les compositions, enfin les éléments qui vont principalement composer les scories et donc les inclusions de scories, c'est l'aluminium, le silicium, le fer, bien sûr, le phosphore, quand il s'agit de minerais phosphoreux. Oui. C'est une possibilité, ça vient effectivement du minerai. On peut arriver, il y a parfois du manganèse aussi, suivant les types de minerais qui sont utilisés. Alors, ça peut permettre notamment dans le cas du minerai lorrain qui était déjà utilisé à l'époque médiévale de manière assez large. Ça, c'est d'autres travaux qui l'ont montré, qui a servi à fabriquer des armatures pour la cathédrale de Metz, notamment. Oui. Ces travaux de mon collègue Alexandre Disser. Et donc, on peut arriver à signer aussi certaines régions par des éléments spécifiques qu'on va retrouver dans les minerais. Ensuite, quand il s'agit d'ajouts qui vont être faits à la forge, là, on utilise du sable, par exemple. Oui. Donc, on va rajouter de la silice pure ou d'autres éléments, parfois même de la scorie broyée. On peut, ça fait un antioxydant. Donc, ça peut
parfois brouiller un petit peu les pistes, d'où l'importance de bien cartographier les choses. On a du phosphore, parfois à Notre-Dame on en a un peu, mais bon, pas suffisamment pour que ça vienne de Lorraine a priori. Une question ? Cela concerne le bois. Vu le temps pour lequel on doit refaire la charpente, j'ai l'impression qu'on ne va pas laisser sécher les bois que l'on veut couper. D'habitude, on a l'impression qu'il faut laisser sécher, sinon ça va se craqueler. Et là, on a l'impression qu'on va faire très court. Est-ce que je me trompe ? Alors, en fait, si on regarde ce qui se passe aussi bien à l'époque médiévale qu'au XIXe siècle, le bois n'était pas séché. À l'époque médiévale, ça s'explique assez facilement parce que pour équarrir le bois, on utilisait une dauloire, c'est une sorte de hache. Et tailler un bois sec, c'est quasiment impossible. Donc on le taillait vert. Ensuite, lorsqu'un bois vert sèche en place, les assemblages, en fait, au moment du séchage, se font quasiment sur mesure. Donc là, ça donne aussi un peu plus de solidité à la charpente. Et enfin, et ça c'est aussi le cas pour le XIXe siècle, c'est que moins il y a d'étapes finalement entre la forêt et le chantier, moins ça coûte cher. Donc il n'y a pas tellement d'intérêt là à sécher le bois. On a commencé à faire sécher le bois à partir du moment où on a utilisé la scie mécanique. Mais avant, on ne faisait pas sécher le bois. Et aujourd'hui, si vous regardez les charpentiers qui travaillent de manière traditionnelle, ils reviennent à ça. D'accord. D'autres questions ? Oui, là-bas. Oui, bonjour. Donc, j'ai une question au sujet des sels. Vous avez parlé du fait que les agents complexants n'étaient pas forcément positifs à utiliser à Notre-Dame. Pourtant, la présentation de ce matin, il disait que le nettoyage le plus efficace, c'était donc avec un gel dopé au complexant. Donc, j'aimerais un peu avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous en avez discuté entre vous ou est-ce que... C'est une excellente remarque. La présentation de ce matin avait pour sujet le nettoyage des peintures 19e appliquées sous la direction de Viollet-le-Duc. Ces peintures, ce sont des matériaux, certes, qui sont poreux, mais qui absorbent très très peu les choses. Et puis vous avez vu que Marie vous a expliqué qu'on applique les produits sous forme de gel. C'est au pinceau, donc c'est une très très faible épaisseur de gel. Et on laisse agir pas longtemps, et ensuite on rince. C'était rincé. Et on peut rincer parce que les peintures sont imperméables pratiquement. Elles vont pas se tremper de flotte et absorber beaucoup d'eau. Alors, quand on a affaire à un parement, à une maçonnerie qui n'a jamais été peinte ou qui n'est plus peinte, sur laquelle les peintures ont été décapées, on a affaire à un matériau qui est poreux et qui est capillaire. Donc si vous appliquez une substance pour le nettoyage et qui nécessite pour sécher plusieurs jours, voire vous l'avez vu, dans un cas, ça a duré 3 semaines, voilà, vous pouvez tout à fait avoir une accumulation de sel à l'intérieur, pas à l'intérieur de la masse du matériau, mais dans les premiers millimètres qui se trouvent en contact, enfin, qui sont tout près de la surface en contact avec le matériau. Voilà. C'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, il y a un problème potentiel avec les agents complexants. D'accord. Merci. Oui, une dernière question. Une question pour Madame Dufraisse. Si j'ai bien noté, vous avez dans l'analyse des températures au cours des âges que vous reliez donc au bois, vous avez mentionné la possibilité de quelque chose qui préfigure ou qui ressemble à un changement climatique. Vous avez une expression qui n'est pas exactement celle-là. J'ai noté, me semble-t-il, que l'amplitude des températures en question était inférieure à 1 degré. C'est plutôt de quelques
entre 0,6 et 0,8, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous utilisez l'expression simplement pour attirer l'oreille des auditeurs? Est-ce que pour faire une comparaison peut-être avec ce qui se passe en ce moment, ou est-ce qu'il y a des réalités climatiques par derrière que vous pourriez peut-être citer, ou une amplitude assez faible somme toute? Est-ce qu'il y a des témoignages dans les textes historiques qui montrent qu'il y a une inquiétude ou qu'il y a en fait des changements réels? Alors en fait, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand j'expliquais le graphe, c'est que finalement cet optimum climatique, tel qu'il est défini par les climatologues, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, il est reconnu et défini en tant que tel, au même titre que le petit âge glaciaire. En fait, il est très mal connu dans l'ouest de l'Europe et en particulier en plaine. Il est bien connu en montagne, par exemple, mais assez peu en plaine. Sur les courbes que vous avez vues, l'amplitude, elle peut aller jusqu'à 2 degrés. Mais finalement, ce n'est pas tellement ça qui va nous intéresser ici, donc je n'ai pas eu le temps de le développer. Ce qui va nous intéresser, c'est la fréquence des événements extrêmes, que ce soit les canicules ou les tempêtes. Et c'est ce qu'on va aller chercher pour justement comparer ces fréquences, plus qu'une température moyenne qui, vous le savez aussi bien que moi, ne veut pas dire grand-chose. Oui. Oui. Mais, Paul, je te signale qu'il y a eu plusieurs optimums climatiques. En particulier, pendant la période romaine, également, la température était au moins aussi élevée que celle pendant l'optimum climatique. Donc, c'est des variations. Et que le laboratoire du climat, du CEA, nous explique remarquablement bien. Bon, je vous remercie beaucoup. On doit libérer l'amphi pour les prochaines trucs. Je remercie beaucoup les intervenants. C'était remarquable.